Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute! Bon, en tout cas, je lance l'enregistrement. Oui, Toi, ça te va? ouais, très bien. On évoquait juste avant de commencer, ce soir, il y a l'opéra. Oui. C'est toi qui organise? Alors, en partie, oui. C'est-à-dire, c'est une espèce de partenaire entre l'opéra et une salle de concert très connue ici dans la région qui s'appelle le Rocher de Palmer. Je connais très bien les directeurs parce que j'organise un festival de tango. Cette année, c'est la 10e année. Et tous les ans, le Rocher de Palmer, il est partenaire de ce festival. Donc, il s'avère que là, c'est l'opéra qui voulait faire quelque chose autour du tango. Et donc, ils ont contacté Patrick Duval du Rocher de Palmer. Et Patrick, il m'a contacté. Enfin, il nous a mis en contact, tu vois... Pour qu'on puisse organiser ça. Pour organiser un petit peu ça. Donc, le concert d'hier soir de Gerardo Lecam, c'est moi qui avais conseillé d'appeler ce groupe, qu'ils ont joué. Ils ont fait un magnifique concert au Rocher de Palmer. Et puis ce soir, c'est la Milonga au Grand Théâtre, dont nous, on s'est occupé avec Jorge d'organiser un petit peu la Milonga. Il va voir la participation des élèves, une partie des élèves du cours Florent de théâtre d'ici de Bordeaux. Et voilà, on va faire une Milonga un peu particulière parce qu'il va voir ces flash mobs. Et on va voir comment ça va être pris, ouais, j'espère. C'est pour ça d'ailleurs que moi je venais sur Bordeaux, c'était parce que quand j'avais vu il y a le mois dernier que ça organisé une Milonga à l'opéra, j'ai fait bon, je vais en profiter pour y aller. Oui. Puis nos chemins se sont croisés aussi, donc j'en ai profité pour te rencontrer en même temps. Super. Donc c'est cool qu'on se retrouve aujourd'hui. Moi je voulais te rencontrer parce que je trouvais ça cool de rencontrer une chanteuse aussi de tango. Je crois pas en avoir rencontré encore. Et puis aussi dans ton nom de famille, c'est Rumolino. Oui. Est-ce que ton frère ce serait Alejandro? Ah oui, absolument, absolument. Qui a déjà fait un podcast avec toi. Tout à fait, ouais. Et donc on en a ton nom. T'as écouté l'épisode avec Alejandro. Oui. Donc ton nom a été de temps en temps cité. Donc vous avez quand même eu un chemin un petit peu différent tous les deux. Ou toi t'arrivais un peu moi je suis arrivée avant lui. Avant lui, ouais. Oui. Moi ça va faire 40 ans que j'habite en France. Et lui ça fait combien de temps? Et lui, il est arrivé en 96, définitivement, parce qu'il a fait plein d'allers-retours. Ouais. Il a te raconté, il ne se décidait pas. Il était ici, il voulait être à Buenos Aires, il était à Buenos Aires. Il a suivi sa grande sœur. Et voilà, et finalement, en 96, il s'est décidé, parce que finalement, toute la famille, on s'est retrouvés ici, mes parents, mon grand frère qui était le pionnier, voilà. Et hier, tu étais au Rocher de Palmer aussi? Oui. Tu faisais un concert? Alors, il y a eu un concert d'un groupe, un compositeur qui s'appelle Gerardo Lecam, que si tu as un jour l'occasion de lui faire un podcast, c'est vraiment quelqu'un qui est super. C'est une belle personne, mais un super musicien, arrangeur, compositeur. Et donc, c'est eux qui ont fait le concert et qui m'ont invité à chanter avec eux parce qu'on a travaillé très, très, très longtemps ensemble. On a fait des pièces de théâtre, on a fait des concerts, des disques, voilà. Donc, c'était super. Et tu me disais aussi quand on s'était au téléphone pour un peu discuter de la préparation du podcast, enfin en tout cas comment on allait se rencontrer, tu me disais que tu partais en Inde aussi? C'est pour le Après-demain. C'est après-demain, Oui. Donc c'est pour ça on s'est dit, là on a juste 2 jours pour se retrouver. Absolument. Donc on fait ça, on a fait ça rapidement. Et je vais dans un festival de tango. Figure-toi que même en Inde, on danse le tango. Donc c'est Auroville. C'est un peu particulier parce que je ne sais pas si tu as entendu parler de cette ville. En fait, c'est une communauté. Ils vivent en communauté. Mais n'empêche qu'ils dansent le tango et qu'ils fêtent leur 10e année du festival. Ils ont commencé hier ou avant-hier. Ah ouais, donc moi j'arrive en cours de route. Lundi. Voilà, j'arrive lundi. Et c'est pour participer au festival en tant qu'invité? Alors oui, je vais donner des cours de chant et je vais faire un concert avec un musicien qui s'appelle Pablo Montanelli, que je ne connais pas du tout, et qu'on va se rencontrer aussi à l'occasion pour faire un concert ensemble.
Mais on ne sait pas du tout ce qu'on va faire Ok, encore. vous allez voir. J'espère que ça va bien se passer. Ah, mais je pense que oui. En tout cas, il y a une belle énergie. Et c'est la première fois que tu vas aller à ce En Inde, oui. Ouais. Et à ce festival, oui. Oui, c'est la première fois. C'est marrant, j'imagine Ouais. comment... je me demande comment ça danse là-bas en Inde. Alors, de toute façon, à Auroville, il y a beaucoup de Français parce que c'est à côté de Pondichéry, qui était une colonie française. Et cette communauté même, elle avait été fondée fin des années 60 par une Française, mariée avec un Indien. Indien, on dit? Oui. Ouais. Et je pense qu'il y a des gens un peu de toutes nationalités qui se rencontrent, comme dans tout festival d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça l'avantage des festivals, c'est que dans n'importe quelle ville, tu vas rencontrer des gens de la ville, mais aussi beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers. Donc, Ouais, c'est assez cosmopolite. absolument, oui. Ok. Ouais. Et donc on va revenir vers comment toi tu es arrivée en France. Qu'est-ce que tu faisais du coup en Argentine? Comment tu as commencé à devenir chanteuse? Alors moi je chantais, mais je chantais entre rock et pop. Au tout début? Oui. Et donc quand je suis arrivée en France, je suis arrivée à Paris en 83. Je n'avais pas d'idée précise de ce que je voulais chanter, mais en tout cas, je voulais continuer à chanter. Ça, c'était très clair pour moi. Et puis, tu sais, des fois, moi, je ne crois pas qu'il y en a un chemin tout tracé dans la vie, mais peut-être qu'il y a des choses qui, inconsciemment, elles sont très vivantes en nous. Il y a une volonté de faire des choses. Et puis tu commences à rencontrer des gens et tu arrives comme une évidence à faire ce que tu es en train de faire et que c'est finalement ce que tu voulais faire de ta vie. Enfin, j'espère que pour tout le monde c'est comme ça. En tout cas pour moi ça l'a été. Et c'est incroyable parce que j'ai commencé enfin, le chemin il s'est mis comme je te disais comme une évidence. Je commence tout naturellement à rencontrer des musiciens de tango à Paris. Et puis, de fil en aiguille, on m'appelle pour faire partie d'un groupe, à l'époque, le trio Gomina. Enfin, c'était une troupe. Donc, il y avait 3 musiciens, un couple de danseurs, une chanteuse, Silvana De Luigi, elle part. Et donc, on m'appelle pour continuer l'aventure de cette troupe de théâtre. Et c'est là où je rencontre mon mari, Jorge Rodriguez. Qu'on a croisé tout à l'heure. Que tu as croisé tout à l'heure. Et donc, tout démarre professionnellement en 1987. Premier concert au Trottoir de Buenos Aires, le mythique temple du tango à Paris. Ouais, on en a un petit peu discuté avec du coup Carmen quand je l'ai rencontrée. Ah bah oui, c'est là où j'ai rencontré Carmen aussi, bien sûr. Elle m'a raconté que c'était même le premier lieu en fait même d'Europe en fait, Oui. à accueillir du tango. Tout à fait. Donc c'était assez. Oui, Même vous avez oui. en fait Ouais. même sans doute. Enfin, il y avait aussi les plus grands orchestres du tango qui venaient même en fait à ce Au moment-là. début, oui. Au début, il y a eu. Il y avait vraiment Piazzolla, une non Piazzolla est passé, non? Alors, Piazzolla, je ne pense pas qu'il a joué au Trottoir de Buenos Aires, mais il y a eu beaucoup d'orchestres à l'époque qui venaient faire des concerts. Alors, c'était un endroit minuscule. Hein. Il y avait 80 personnes qui rentraient assises. Hein. Mais en fait, je pense qu'il y avait comme on dit chez nous, une movida, tu vois, qui était tellement importante, une envie qui était tellement forte de faire vivre le tango à Paris que, du coup, il a eu beaucoup de succès, cet endroit. Il y a eu, la programmation, elle était excellente. Et puis après, je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est un karma qui porte l'Argentine, qu'emporte les Argentins, mais les choses elles commencent à se dégrader parce qu'il y a toujours des gens qui ne font pas les choses comme il faut. Et donc le lieu il a commencé à sombrer dans une espèce de décadence économique, financière. Bon, voilà, bref. Donc il a fermé ses portes. Après, avec beaucoup de peine, ils ont pu réouvrir le lieu. C'était à ce moment-là que je démarre ma carrière professionnelle dans la troupe Gomina. Et tu n'avais pas eu de mal, quand tu arrivais en France, à t'intégrer? T'arrivais, c'était facile? Pour moi, oui. Ça a été facile, oui. Ce qu'il me disait, Alejandro, quand je l'ai vu, c'est qu'en fait, à partir du moment
où en fait tu cherches un peu tes pairs quand tu arrives dans un nouveau lieu. Donc en Oui. fait même peut-être que la communauté Oui. argentine était assez forte à Paris puisque vous y étiez peu. Très soudé. Donc en fait c'est ça, Oui. soudé quoi. Oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup des gens qui étaient... il y avait beaucoup d'exilés politiques à l'époque, quand je suis arrivée. Et donc, les Argentins, ils se cherchaient beaucoup entre eux, parce que moi, ce n'était pas mon cas. Moi, je suis partie de l'Argentine parce que j'avais envie de connaître le monde, surtout Paris. Il y avait une sorte de fantasme de Paris. Absolument, absolument. Mais la plupart des Argentins que j'ai rencontrés à ce moment-là, ils étaient ici, c'était pas par leur propre volonté. Ils n'avaient pas quitté le pays parce qu'ils avaient envie de quitter l'Argentine. Ils ont été obligés pour des raisons politiques. Donc ils cherchaient les Argentins désespérément parce qu'il fallait continuer à se sentir comme à la maison. D'ailleurs, la plupart, ils sont rentrés dès que la démocratie est retournée en Argentine. Entre fin années 83 et 85, tous ces gens-là, ils sont rentrés en Argentine. Donc toi, t'es resté. Mais moi, je suis restée parce que moi, j'avais quitté l'Argentine volontairement. Je voulais connaître le monde. Donc, je commençais par Paris parce que mon grand frère, il était déjà ici. Mais je pense que ça doit être très, très difficile d'arriver à Paris et ne pas aimer cette ville. Surtout à cette époque-là. Je peux te dire que ça a beaucoup changé, c'est sûr. Moi, je te parle d'il y a 40 ans en arrière. Pour moi, c'était le lieu idéal pour un artiste. C'est-à-dire, tout était possible. Tu sais, quand tu te dis, si je veux faire théâtre, je peux faire du théâtre. Je veux chanter, je peux chanter. Je veux faire de la peinture, je peux faire de la peinture. Tu vois, et il y avait dans toute la ville une espèce d'ambiance artistique. C'était le début de la gauche, c'était aussi... donc on donnait beaucoup d'importance à tous les mouvements artistiques. Il y avait beaucoup d'argent dans les caisses de l'État pour la culture et pour tout ce qui était artistique, justement. Donc j'ai vécu, je pense, qu'une des meilleures périodes... qui a pu connaître la France à ce niveau-là. Donc t'étais pas déçu quand t'arrivais à Paris? T'avais pas genre ton fantasme, il correspondait un petit peu à mais complètement. Parce que tu sais, parfois on peut parler du je sais plus c'est quoi, mais parfois il y a les Asiatiques ou les Chinois, en fait ils viennent à Paris et ils sont complètement déçus. Parce qu'en fait ils pensent que c'est comme qu'ils voient dans les films ou dans les D'accord. Ils ont une idée en fait de ce que c'est Paris. Ouais. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais il y a vraiment un temps spécifique en fait à cette désillusion-là que peuvent avoir certains Asiatiques quand ils arrivent à Paris. Écoute, moi, je n'ai pas été déçue. Au contraire. C'est ce qui m'a décidé vraiment très, très vite de rester vivre ici. Et tu n'avais pas en tout cas d'objectif précis quand tu arrivais à Paris? Tu voulais juste, ton objectif, c'était de voir le monde? C'était oui. J'avais 23 ans, j'avais ton âge, Raphaël, quand je suis arrivée, t'imagines? Donc, pour moi, justement, je n'avais pas un but précis, mais je me cherchais et je cherchais un endroit où me sentir bien. J'ai trouvé ça à Paris, j'ai rencontré des gens formidables, je ne me suis jamais sentie ni en danger, ni mal à l'aise, je n'ai jamais été victime de racisme, tu vois, ou de choses, voilà. En plus, j'ai la double nationalité, italienne et argentine, donc très facilement j'ai obtenu une carte de séjour et je pouvais travailler dans n'importe quel domaine. J'avais pas de problème de papier, rien. Tu t'es sentie la bienvenue en fait. Donc j'étais à la maison. Ouais. C'est bien de se sentir à la maison quand on arrive dans un pays. Oui. et parce que c'était marrant parce que en fait quand j'ai fait des recherches sur toi, j'ai vu que tu arrivais à Paris très tôt. Et donc en fait là tu me racontes que ta carrière ensuite de chanteuse a commencé. Mais c'est marrant, moi je me dis quand tu veux devenir chanteuse de tango. Naturellement, tu te dis, tu restes à Buenos Aires pour bosser le tango là-bas. Et pour ensuite arriver en France pour le développer et faire découvrir ça aux gens. Mais pas toi. Non. Moi, je pense que je fais un peu le chemin de travers, peut-être. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que je découvre pratiquement le tango ici à Paris en rencontrant des musiciens de tango, parce que les musiciens avec lesquels je travaillais à Buenos Aires, c'était des musiciens de jazz, de rock, de pop, de musique brésilienne.
j'écoutais un petit peu de Piazzolla et des compositeurs contemporains, Medeiros, Dante Amicarelli, beaucoup de La Diablas, que c'était une compositrice et chanteuse qui était très contemporaine à l'époque. J'essaie de placer aussi maintenant les noms que j'apprends. Oui. Carlos Gardel aussi. Carlos Gardel, c'était pas de ma génération. Ok. Non, j'aimais pas Carlos Gardel à l'époque. Non. En fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais pas, c'était les enregistrements. Ça sonnait trop vieux pour mes oreilles, tu vois. Et donc, le fait de commencer à rencontrer des musiciens de tango ici, de commencer à découvrir cette musique, en fait, je pense que ça a été le lien qu'il me fallait pour me dire, ok, je peux vivre ici, à Paris, mais garder un lien très fort avec mon pays. Et ce lien, c'est le tango qui me l'a donné. Tu vois, ça m'a permis de garder une identité et ça m'a permis de rencontrer des gens et de pouvoir me sentir un peu comme une passeuse de ma culture. Donc là, je commence à me renseigner, et je commence à écouter des chanteurs, des chanteuses, des orchestres, et je commence à travailler avec des très très bons musiciens. J'ai eu cette chance aussi, tu vois, que j'ai rencontré très très vite Leonardo Sanchez, qui est un guitariste incroyable, donc qui faisait partie du groupe Gomina. Mais très vite, je rencontre Gustavo Beitelman, Juan José Mossalini, Victor Villena, Ciro Pérez, tu vois, des musiciens d'un très très grand niveau. Donc ça m'a mis la barre très très haut, très vite, dès que j'ai mis un pied dans le métier. Et des musiciens généreux aussi, très très généreux. C'est-à-dire qu'on passait des heures à parler du tango, eux ils me racontaient leur expérience, et tout ça, ça te nourrit. Ça m'a fait grandir très vite dans ces milieux, et ça m'a donné envie de rester. Et je peux te dire que pendant 10 bonnes années, en plus je rencontre Jorge qui danse le tango, et pendant 10 années, je pense que j'ai rarement écouté autre chose que du tango. J'avais besoin d'une nourriture, de me gaver, tu vois, de tango, parce que j'étais pas là-bas. Ouais. J'avais pas la source à côté de moi. Et pourtant, c'est marrant parce que quand tu y étais, c'est là que t'es passé un peu à côté. Ça m'intéressait pas. Il faut dire qu'à l'époque, tu vois, dans les années 70, le tango, c'était un ringard absolu. Hein. Ouais, et puis eux m'ont raconté aussi que ça a périclité, enfin que de plus en plus... Complètement. Donc il fallait trouver des solutions pour que le tango... Ah oui. Et il y a eu une grande parenthèse, je peux dire, entre fin des années 60, au milieu des années... On va dire fin des années 60 et début des années 90. Donc il y a eu une espèce de vide, non pas parce qu'il n'y avait pas des bons musiciens ou des bons chanteurs, mais c'est que tout d'un coup, le tango, c'est devenu quelque chose de démodé. Il n'y avait que les touristes qui s'intéressaient au tango. Et c'est donc, ça, parce que c'est partie du folklore, en fait. Parce que ça faisait partie du folklore et de l'imaginaire des gens. Et c'était caricatural. Je me souviens, tu vois, c'était les hommes en costume noir, gominés jusqu'aux fesses. Enfin, tu vois, il y avait toute une manière de chanter le tango qui ne me correspondait absolument pas. Absolument pas. Et le fait d'être loin, d'être venu ici en Europe et de pouvoir avoir cette distance avec ce folklore, on va dire, mais je ne le dis pas de manière péjorative, hein, ça m'a permis de me construire, moi, en tant que chanteuse, sans avoir un modèle à suivre, sans devoir faire un copier-coller de quelque chose qui existait déjà. Donc, avec mon petit bagage en tant que chanteuse de jazz, de pop et de rock que je portais en moi, plus un peu de lyrique parce que j'avais pris des cours de chant lyrique, et j'ai développé mon propre tango avec des musiciens qui ont bien voulu m'aider dans cette démarche. Parce qu'eux aussi, ils étaient dans une démarche similaire, en étant loin de l'Argentine et ne se sentant pas
dans cette espèce d'obligation de remplir un cahier. Des charges, en fait, c'est quoi le tango, Exactement, quoi. voilà. C'est chanter des tangos, c'est chanter comme ci ou comme ça, s'habiller comme ci ou comme ça, avoir un orchestre comme ci ou comme ça. Donc, du coup, nous, on était dans une espèce d'ouverture et... De créativité. Complètement. Toute ma carrière, elle a été comme ça. Peut-être que c'est aussi important à un moment d'avoir cassé les codes, parce que peut-être que c'est aussi dans ce moment-là qu'on retrouve un nouveau public en fait dans le tango. Oui. Parce que peut-être que si on restait juste dans ce cadre-là que tu disais qui devenait un peu démodé, Tu as tout à peut-être fait que raison. vous n'aurez pas touché un nouveau public en fait. Complètement. Et que même vous serez arrivé en fait, c'est les ringards du tango, tu vois. Oui. Peut-être. Oui. Donc, tu vois, moi, je m'en souviens quand on a commencé au Trottoir de Buenos Aires, Jorge, à l'époque, il avait les cheveux longs, avec tout bouclé. On s'habillait... on avait 20 ans, tu vois. Donc, on voulait pas rentrer dans quelque chose de trop strict, on se sentait plus déguisé qu'autre chose. Après, on a fait des spectacles, on a joué ces rôles-là, mais comme des rôles, comme des personnages. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois, mais quand je fais des concerts, je me déguise jamais. Je me suis jamais déguisée en tanguera. Tu vois, parce que, bon, ça me correspondait pas trop. C'est normal. Bien sûr. Et donc en fait, quand tu étais plus jeune, tu as fait des études dans le chant ou c'était un peu de manière autodidacte? Oui. Non, j'ai fait des études de chant parce que travailler la voix, mis à part le fait que tu choisisses de tango ou autre style, le travail vocal, il faut l'avoir. Si tu veux être professionnel, il faut absolument... c'est comme un musicien qui apprend à lire la musique ou à travailler son instrument techniquement. Hein. Donc, la voix, après, d'ailleurs, en plus, c'est un instrument. Donc, la voix, c'est un instrument, donc ça se travaille tout autant que le piano, la guitare, la flûte, ou que sais-je. Tu vois, donc ça a été, pour moi, c'était important. Et puis, j'aime beaucoup le chant lyrique, j'adore ça. Sauf que je n'arrivais pas à trouver trop de correspondances entre le lyrique et la façon de chanter le lyrique et chanter le tango. Donc, quand j'ai dû choisir, j'ai choisi le tango, mais je suis restée très accrochée à l'écoute des chanteuses lyriques. Ça m'aimait beaucoup. Et donc, je continue toujours à prendre des cours de chant lyrique. C'est mon hobby. Je rebondissais parce qu'à un moment, je trouvais que tu avais dit quelque chose d'intéressant. Tu disais que tu avais trouvé ton tango quand tu chantais. Oui. Et du coup, c'est quoi en fait ton tango? C'est ma façon de chanter. Si tu veux, il y a des choses de style que j'aime beaucoup et que je fais et que je reprends. Mais je sais que je ne chante pas le tango comme toutes les chanteuses de tango qui ont été à la mode à un moment donné. Et que pour moi, il y a une espèce de moule qui me gênait un petit peu, si tu veux. De ce type de chanteur? De ce type de chanteuse, c'est-à-dire j'avais l'impression d'écouter 5 chanteuses différentes, mais qu'en fait, elles chantaient toutes de la même manière. Et ça, je ne voulais pas tomber là-dedans. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, justement, c'est, à part d'être loin de l'Argentine, parce que peut-être que sinon je serais tombée là-dedans. C'est ça, ouais, t'as cassé les codes, et du coup... Exactement, c'était de rencontrer des gens ici en France qui avaient ce même envie de casser des codes et de trouver un autre tango, quelque chose qui correspondait plus à leur âge, à leur manière de vivre, à raconter. Parce que finalement, le tango, c'est raconter des histoires, comme toute musique populaire. On raconte des histoires des autres et on se les approprie. Et voilà, quand un danseur va l'exprimer avec son corps, un chanteur avec sa voix, un musicien avec un instrument. Mais voilà, on va raconter des choses pendant 3 minutes et demie qui durent un morceau et c'est super. Et je trouvais ça très important de se l'approprier et le raconter à sa manière. C'est ça qui t'a plu en fait dans le fait de chanter du tango? C'était les histoires à raconter? Oui, tout à fait. Tout à fait. Cette poésie qui est simple et complexe en même temps. Elle est simple parce que c'est des mots qui ne sont pas
trop difficile, on va dire. On ne va pas chercher des mots complexes pour exprimer des émotions. Et en même temps, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de métaphores et parce que c'est pas toujours évident de se mettre dans la peau d'un personnage. Donc chaque tango, pour moi, c'est une mini-pièce à jouer. Ça demande une interprétation aussi. Ça demande beaucoup d'interprétation, oui. Ça demande de croire surtout à ce que tu es en train de dire. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des tangos que je ne peux pas chanter parce que ça ne me dit rien. Parce que le texte ne me parle pas, même si la musique, elle est magnifique. Tu as des exemples ? Certains tangos de Carlos Gardel, par exemple, tu vois. Le vieux regard, là. Oui, le vieux Carlitos. C'est magnifique, c'est des mélodies extraordinaires. Mais moi, chanter, par exemple, Por una cabeza, qui parle d'un gars qui était complètement accro à aller à l'hippodrome, à jouer... à mettre de l'argent pour jouer aux chevaux, enfin, je ne sais pas comment le dire. Les hippiques. Voilà. Ça ne me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout. Et puis après, il y a eu d'autres tangos où j'ai eu besoin d'avoir une certaine maturité pour pouvoir les interpréter. Tu vois, un tango comme Uno, par exemple, au Cristal. Uno, c'est de Santos Discépolo. Tu vois, c'est des textes forts, très... il faut un certain vécu. Et j'ai attendu patiemment. Ça, tu ne les chantais pas à 23 ans, c'est ça ? Non, je ne les chantais pas à 23 ans, non. C'est souvent quelque chose qui revient que le tango, c'est une danse de maturité. Je ne sais pas. Je pense que... Je ne sais pas si dans la danse... En tout cas, le thème de la maturité, c'est souvent en fait quelque chose qui est évoqué dans ce que représente le tango. Mais je pense que comme dans toute chose dans la vie, parce que on n'est pas la même personne à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, on évolue, on change. Et en fait, c'est pas que pour danser le tango ou pour chanter le tango, il faut être vieux, c'est que on a une expérience qui est peut-être plus simple à dire ou à transmettre. Parce qu'on a compris des choses tout au long de notre vie. Mais oui, je pense qu'il y a une différence à chanter ou à danser le tango à 20 ans, à 40 ans ou à 60 ans. Puis en plus, du coup, tu fais pas semblant de raconter des choses et des thèmes qui, toi, ne parlent pas. Exactement. Ben non, tu peux pas faire semblant avec le tango. Ça se voit. C'est toute la difficulté des gens qui commencent à chanter le tango, qui ne sont pas... que l'espagnol n'est pas leur langue maternelle. Il y a une certaine sonorité qui est dans l'accent de Buenos Aires, qui est très important. C'est une musicalité dans la langue qui est très importante pour chanter. C'est presque, je dirais, comme un instrument de percussion, comme si les mots seraient un instrument de percussion qui va te rythmer ce qu'on appelle le phrasé. Et ce phrasé dans le tango, il est très, très important. Et c'est pas quelque chose de très simple à comprendre. Et en fait, tu le comprends quand tu comprends le texte, quand tu sais pertinemment ce que tu es en train de dire et que tu le ressens vraiment. Et les mots, ce n'est pas pour rien que quand on parle de la langue qu'on parle quand on est petit, on l'appelle la langue maternelle. C'est parce qu'il fait allusion à tout ce qui est l'émotion de cette langue qui t'a été transmise par ta maman, on va dire. Donc, derrière les mots, il y a des émotions. Et ces émotions-là, quand tu ne les ressens pas directement, tu dois les imaginer. C'est ce que moi, ça m'arrive avec la langue française. Je sais que je parle bien le français. J'ai un accent, je te l'accorde. Oui. Mais je sais que je comprends, je lis en français, je parle en français. Et en plus, c'est une langue que j'aime beaucoup. Mais je me rends compte que même 40 ans après, il y a des expressions et des choses que je ne comprends pas, qui ne me disent pas la même chose qu'un Français, dont le français, c'est sa langue maternelle. Donc, tu vois, cette complexité de la langue, dans la musique populaire, elle est très importante. Elle est très importante.
Comment tu faisais pour comprendre les textes? Euh, Tu te posais avec une feuille, enfin, avec le texte, et je me pose avec le texte, je le lis d'abord, euh, je commence à le dire de différentes manières, d'abord en parlant, en changeant la ponctuation, en choisissant dans chaque phrase ce qui me semble le mot le plus important, par exemple, celui qui va m'amener vers l'émotion. Et puis je construis mon interprétation en partant du texte, très rarement en partant de la musique. C'est ce qui fait aussi la différence entre un chanteur de la langue maternelle espagnole ou pas espagnol, on va dire. Parce que souvent, je le vois avec mes élèves, elles sont plus attirées par la mélodie que par le texte. Donc, voilà, l'enjeu pour moi, c'est je veux vivre un texte, pas une mélodie. La mélodie, c'est un soutien du texte, et pas l'inverse. Ok. Et est-ce que tu me disais que justement le tango, il y avait aussi, c'était comme un instrument de percussion, il y avait aussi le phrasé qui était très important. Oui. Mais du coup, est-ce que l'interprétation est importante dans cette musique-là? Bien sûr, bien sûr. Mais l'interprétation, c'est pas quelque chose que tu fabriques. Enfin, pour moi, hein. C'est naturel, ça vient C'est naturel. Tu te poses pas la question de faire comment Là, par exemple, on ne se pose pas la question de comment on va discuter. Oui. Non. Oui, bien sûr. On discute. Oui. Et en fonction de ce qu'on veut dire, on va moduler l'intonation de notre voix par rapport à ce que j'ai envie de te dire. Tu vois, je peux te dire « Ah, c'était merveilleux quand je suis arrivée à Paris ». C'est pas la même chose si je dis « Ouais, c'était pas mal, c'était merveilleux quand je suis arrivée à Paris ». Tu vas pas avoir le même impact au niveau de l'émotion, ce que je vais te transmettre. Et bien, quand on chante, c'est pareil. En fonction de comment je vais interpréter cette chanson, toi, en m'écoutant, tu vas ressentir une émotion. C'est le texte qui va être vecteur de ce lien, pour moi. Il y en a peut-être qui vont te dire que non, que c'est la mélodie, ou c'est l'arrangement, ou c'est l'orchestration. Enfin, aussi, mais oui, pas mais que. de toute façon, je pense que c'est assez logique que ça vient surtout du texte, parce que ce que tu essaies de transmettre, c'est des émotions. Oui. Et les émotions, tu les par rapport à toi, ton ressenti. Ben, en fait, c'est comme un acteur. Je sais pas si tu as fait du théâtre aussi. Oui, bien sûr. En fait, c'est la même chose. Quand tu as un texte, tu l'imprègnes de qui tu es, oui. pour ensuite le transmettre aux autres. Et c'est une manière de te connecter aux gens. Tout à fait. Tout à fait. Oui. D'abord, tu te connectes avec toi, avec la parole, parce qu'un texte, c'est la parole. Et ensuite, tu te connectes avec les autres grâce à ça, à ton interprétation, à comment tu vas dire ou chanter ce texte. Et tu as compris toutes ces choses-là rapidement? Non. Tu vois à quoi ça sert que l'âge te fasse avancer dans la vie, ça sert à tout ça, bien sûr. Non, je n'ai pas compris ça tout de suite. Moi, au début, je choisissais les tangos en fonction de la mélodie, ou l'arrangement était fondamental pour moi. Il fallait que l'arrangement me plaise pour que me transporte. Je l'accorde, c'est important. Mais ce n'est pas les mêmes points de vue. Ça m'est arrivé de redécouvrir des tangos que je chantais depuis 10 ans. Un jour, de me dire « Ah, mais c'est ça ce qu'il a voulu dire. » Ah non, parce qu'effectivement, moi, je n'avais pas compris ça. Ou je l'avais interprété différemment. Tu penses à une musique en particulier? Non, parce que ça m'est arrivé avec beaucoup de tangos. De redécouvrir. Et c'est pour ça, et grâce à ça, qu'il y a des tangos que je chante depuis 30 ans, 35 ans. Et tu te lasses pas? À chaque fois, et je ne me lasse pas. Certainement que la mélodie, elle est belle. Certainement. Mais pas que. Il n'y a pas que la mélodie. C'est comment je peux m'incarner dans ce texte. Et c'est quoi les thèmes qui sont abordés dans le tango? Bon, il y a beaucoup de textes d'amour, mais pas que l'amour entre deux personnes. C'est l'amour
à la maison où tu as passé ton enfance, à ton quartier, à ta ville, à ton pays, l'amour à tes parents, à ta maman surtout, il y a beaucoup La maman est d'Édipe. très présente. Oui, beaucoup de nostalgie, énormément de nostalgie, parce qu'il y a une espèce de regret de tout temps passé étant meilleur. Voilà. C'était mieux quand j'étais petit, c'était mieux quand j'étais adolescent, c'était mieux quand j'étais jeune. Il y a beaucoup de décadence aussi. Beaucoup des tangos où l'homme parle de la décadence de la femme qui a connu belle et fraîche, et qui est devenue un vieux chiffon oublié dans le coin de la rue. Et ça, tu le chantes, ça? Ça m'est arrivé dans des spectacles de chanter des trucs comme ça de manière un peu caricaturale, oui, parce que le spectacle demandait un personnage un peu comme ça, mais rarement dans les concerts. C'est un peu... Donc il y a des musiques un peu sexistes aussi, quoi. Oui, oui. Je pense qu'il y a des tangos aujourd'hui qui passeraient pas du tout. Moi, j'avais discuté sur musique, parfois il y avait aussi des tangos qui étaient aussi racistes, non? Oui, mais des racistes, pas entre des nationalités différentes, sinon entre l'Argentin de la campagne et l'Argentin de la ville. Ça, on peut trouver des trucs comme ça. Ah oui, oui. ok. Oui. Mais Non, il y a des tangos politiques aussi où ça parle de la situation sociale ou économique qui ne va pas du tout. Tu vois, il y a des tangos comme Cambalache, par exemple, le tango des années 30. Bon, il y a eu une très grande crise économique à cette époque-là, mais c'est un tango qui, à n'importe quelle époque, à partir de ces époques-là qui étaient composées jusqu'à maintenant, c'est la réalité. Ouais. C'est la réalité. Donc, et les thèmes de l'amour aussi, parce que c'est un thème universel. Tu aimes ou tu n'aimes pas quelqu'un, c'est tout. Hein. Donc, que ce soit entre un homme et une femme, entre deux femmes, deux hommes, peu importe. Maintenant, avec toutes ces questions de genre, je ne sais pas comment on va se débrouiller avec les textes du tango. On aura de plus en plus de mal à s'identifier. Oui, mais moi je dis que, ok, j'accepte le langage incursif, tu vois, mais je ne vais pas changer les textes du tango. La poésie du tango, je ne la changerai pas. Je ne mettrai pas des « et ». Tu sais, en Argentine, on ne dit plus « chicas » ou « chicos », on dit « chiques ». Oui, mais il y a un X maintenant, non, c'est ça? Ouais, tu fais un X, mais quand tu l'écris, mais après, quand tu prononces, tu dis, tu mets un « et ». Ok. Moi, je ne ferais pas ça dans les lettres, dans les paroles du tango. C'est parce que ça peut dénaturer en fait le texte. Bah, enfin... Oui, ça dénature le texte. Il y a c'est parce qu'elle écrit. La rime qu'il faut respecter souvent. Et puis bon, c'était d'une autre époque. Voilà. Il y a des choses que tu peux adapter, d'autres choses que tu ne peux pas adapter. Bien sûr. Donc il faut écrire maintenant de nouveaux tangos avec ce langage-là. Ça va être plus simple, je pense. Et tu me disais que la nostalgie était quand même un thème omniprésent en fait dans le... Parce que le peuple argentin est de nature très nostalgique. Mais pourquoi? Parce que l'Argentine, ça a toujours été mieux avant? Non, c'est parce que c'est un pays construit avec une très forte immigration. Donc forcément, on a du mal à imaginer quelqu'un qui arrive et qui est persuadé pratiquement de ne plus jamais pouvoir retourner d'où il vient. Aujourd'hui, il faut vraiment le vouloir. Moi, je viens d'une famille italienne, père et mère, qui sont immigrés en Argentine. Après, on les a ramenés ici en France. On est des baladeurs, on est des nomades, nous, les Romolinos. Mais mon père, quand il est parti dans les années 50, qui est arrivé en Argentine, seul, sa famille est restée en Italie, il n'a plus jamais revu sa famille. Enfin,
Tu vois, c'est difficile aujourd'hui d'imaginer que, je sais pas, ton père ou ta mère sont malades et que tu peux pas aller prendre un avion pour Allez les voir. essayer d'être là, tu vois. Mm. Mais à l'époque, il n'y avait pas tous ces transports aériens qu'on connaît aujourd'hui. C'était un mois de bateau pour traverser l'Atlantique. Mais c'est clair, c'était beaucoup Tu plus vois. compliqué avant. Oui. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'immigration. Et forcément, quand tu arrives quelque part, même si tu es bien, comme je t'explique ce que j'ai ressenti à Paris quand je suis arrivée, tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas d'où tu viens. Tu as la nostalgie de ton quartier, de ta maison, de tes amis, même du bar du coin où tu vas prendre une bière, je ne sais pas. Enfin, y a tout ça. Comment le maintenir vivant? Comment tu fais pour maintenir tout ça vivant parce que tu veux le maintenir vivant. C'est une question de survie aussi, de garder les pieds, trouver des racines quelque part. Et la nostalgie, ça t'aide à ça, à ne pas oublier d'où tu viens. Tu as tout le temps présent le fait que tu ne viens pas d'ici, que tu viens d'ailleurs, et que cet ailleurs, il est toujours en toi. Toujours. Tu ne l'oublies pas. C'est ça la nostalgie. Donc forcément, une musique comme le tango, qui était construite avec des voix venues d'ailleurs, des instruments venus d'ailleurs, ne peut pas ne pas porter plus qu'un brin de nostalgie. Je dirais que c'est vraiment la base du tango. Même quand on le danse, on est nostalgique. La musique, elle te mène à ça. Tu vois, les gens disent « Ah, mais pourquoi tu es une fille très rigolote, toi, pourquoi tu chantes le tango, c'est triste ?» Non, c'est pas triste le tango. C'est pas triste. C'est nostalgique. C'est pas pareil. Nuance. C'est pas pareil, oui. Et puis même, il doit aussi y avoir parfois de l'humour dans les textes. Hein. Ah oui, oui, il y a beaucoup de tango où il y a beaucoup d'humour. Puisqu'il y a beaucoup de métaphores, je pense que certains compositeurs, chanteurs ont dû beaucoup s'amuser avec ça en fait. Oui, oui. Et beaucoup d'ironie aussi. J'adore quand il y a l'ironie aussi dans le tango. Ouais. Je me suis jamais penchée dans d'autres musiques populaires de caractère, parce que je pense qu'il y a des musiques populaires qui ont plus de caractère que d'autres, tu vois. Le flamenco, le fado, c'est des musiques populaires, mais qui sont très caractérielles. Il y a un style très fort. Mais je pense que ça doit être la même démarche. Tu vois, le flamenco, c'est pareil, c'est une musique très nomade les gitans, c'était des nomades. Nous, c'était pas des nomades, c'était des immigrants. C'est pas pareil. Mais quand même, ça voyage. On part de voyage. Voilà. On se déplace. Parce qu'il y a la chanson française aussi, t'en as jamais chanté ? Alors, très peu. Très peu, parce que je trouve les Français très difficiles à chanter. Je commence maintenant un petit peu à me habituer à mon accent chanté. Ah oui, oui, forcément, oui. Tu vois ? Oui, parce que quand tu chantes en espagnol, là, t'as pas d'accent. J'ai pas d'accent. Enfin, j'ai l'accent de Buenos Aires. Oui. Ça tombe bien, c'est ce qu'il faut pour chanter les tangos. Mais moi, quand j'ai commencé à chanter en français, je me disais, mais attends, mais quelle horreur! Mais c'est quoi ça, cette façon de rouler l'air comme ça? C'est pas français du tout, ça. Et un jour, j'ai rencontré un comédien qui m'a dit, mais c'est magnifique un accent dans notre langue. Ça l'a fait chanter, parce que le français, sinon, ça chante pas beaucoup. Dès qu'il y a un accent, oh, ça y est, on part ailleurs. J'ai mis du temps à l'accepter. Et maintenant, j'aime bien, mais je ne suis pas 100% convaincue de moi-même. D'ailleurs, tu as chanté, si je ne me trompe pas, je te dirai une connerie, mais Oblivion de Piazzolla en français ? Oui, ça c'est très particulier. C'était la première chanson que j'ai osé chanter en français déjà, parce que c'était un rythme de chez moi, hein, parce que c'est une milonga lenta. Mais en plus, tu sais que ce texte a été écrit pour que ce soit une chanteuse italienne qui le chante, donc Milva. Et j'ai trouvé une intelligence incroyable. Le texte, il n'est pas très profond, mais il y a quelque chose, quand tu chantes ce texte en étant étrangère, on va dire, qui est d'une facilité incroyable. Parce qu'il y a beaucoup de notes ténues,
comme ça part de bateau, de voyage, tu te sens tout de suite porté par ça. Et ça m'a été relativement facile de le chanter et ça ne m'a pas gênée, on va dire, de m'écouter avec ce petit accent. Mais tu vois, les fois que j'ai voulu chanter du Piaf, par exemple, eh ben, c'est pas ça, quoi. Pourtant, elle roule l'air quand même quand elle chante. Oui, mais pas de la même façon que moi. C'est clair. Parce que oui, justement, donc cette musique-là que j'ai citée de toi, Oblivion de Piazzolla, on peut la retrouver sur YouTube ou sur Spotify pour ceux que ça intéresse. Et c'est vrai que c'est le texte en fait espagnol qui est traduit en français, c'est ça ? Non, c'est le texte qui a été écrit directement en français. D'accord, ok. D'ailleurs, c'est pas un Argentin qui écrit le texte en français, bien évidemment. Et le texte en espagnol, il a été écrit plus tard. C'est-à-dire que l'original... Déjà, Oblivion, originalement, c'était une musique de film, où il n'y avait pas des textes chantés, c'était vraiment un instrumental. Ensuite, il y a eu un parolier qui a écrit les paroles en français pour cette chanteuse, Milva, qui a travaillé avec Piazzolla. Et ensuite, il y a eu... je crois que c'est Horacio Ferrer qui a écrit les textes en espagnol pour Oblivion, mais qui n'a rien à voir avec le texte en français. L'histoire que ça raconte, ça n'a rien à voir. Parce que justement, je vous demandais... Et je ne l'ai jamais chanté en espagnol, et je ne le chanterai jamais en espagnol. Juste en français. Oui. Et d'ailleurs, Piazzolla, il passe rarement en milonga, non ? C'est pas souvent un... C'est assez... complexe, je trouve, comme musique pour danser. Oui. Il y a beaucoup de changements de tempo, c'est vraiment une musique pour écouter plus que... Après, les danseurs qui ont dansé du Piazzolla, ça a été chorégraphié et c'est magnifique. Hein. Oui, c'est souvent, même, on parle de laquelle est la plus connue de Piazzolla déjà ? Libertango. Libertango, ouais. Oui. Qu'on voit par exemple dans la leçon de tango de Pablo Verón, d'autres, c'est très chorégraphié. Oui. Ça, ouais. Oui. Alors là, c'est un autre travail. Ça, un danseur pourra te l'expliquer mieux que moi. Oui. Mais voilà, je pourrais te faire le rapprochement avec le chant. Je peux chanter un même thème avec un musicien, par exemple, avec lequel, lui, il connaît la tonalité dans laquelle je chante. Il connaît le morceau, bien évidemment. Mais on ne sait pas où on va. Tu vois, on va un peu comme quand on danse, on s'embrasse et on se laisse porter par la musique. Il n'y a pas de chorégraphie, hein. Voilà. Et autre chose, c'est quand on me dit, bon voilà, je le dis à un musicien, je veux chanter telle chose, et lui il va écrire un arrangement. Donc je sais que j'aurai des choses à respecter par rapport à ma manière de chanter, parce qu'il y a l'arrangement qui est fait pour cette chanson. Et là, ça serait la chorégraphie pour le danseur. Il a des pas à respecter, un rythme particulier qui lui donne la chorégraphie à respecter. Voilà, je pourrais faire le rapprochement comme ça. Et dans Piazzolla, je pense que c'est vraiment une musique pour chorégraphier plus que pour improviser. Improviser, oui. D'ailleurs, tu as eu un moment, tu as eu un rôle important aussi pour un spectacle. Tu as joué Maria, c'est ça ? Maria de Buenos Aires. J'adore jouer cette opérita, oui. Tu y as joué en plus longtemps ? Ah bah, j'ai fait plusieurs versions de Maria de Buenos Aires. Parce que je crois qu'il y a une date que j'ai en tête, c'est de 2002 à 2019 ou quelque chose comme ça, où tu as joué ce... Écoute, la dernière fois, c'était juste avant le Covid, en 2020, janvier 2020, en Pologne. Et la première fois que j'ai interprété Maria de Buenos Aires, c'était en 2001, à Taïwan. Okay. Mais j'aime beaucoup jouer ce rôle. Au niveau de la chanson, c'est pas terrible, on va dire, hein, pour une chanteuse, c'est pas ce qu'il y a, voilà, c'est le plus satisfaisant à chanter. Voilà, c'est pas les plus satisfaisants à chanter. Il y a d'autres morceaux de Piazzolla qui sont beaucoup plus satisfaisants, comme La balada para mi muerte, La balada para un loco, et le Preludio para el año 3001. Tu vois, ce sont des chansons qui sont un petit peu plus prenantes que Je soy Maria ou d'autres morceaux qu'il y a dans l'opérita. Mais c'est le personnage que j'aime bien jouer.
c'est toute la musique, c'est toute l'opérita en général que j'aime interpréter. Est-ce que c'est un opéra en fait, c'est ça? Oui, en fait, ils l'ont appelé une opérita, petit opéra, voilà. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Ça raconte une histoire, l'histoire de Maria de Buenos Aires, une femme de la nuit. Ça évoque la femme, ça évoque le tango, ça évoque la ville de Buenos Aires. Elle renaît, elle meurt, elle renaît à chaque fois. Il y a un parallèle aussi avec la religion, mais pas d'un côté, avec l'histoire de Marie, la Vierge Marie, tu vois, mais una Maria tanguera, una Vierge Maria tanguera. Et les textes, ils sont très complexes parce qu'il y a beaucoup de récitatifs. Il y a un personnage qui est el duende, qui a beaucoup de textes. Et c'est pour ça que c'est une pièce qui est difficile à jouer en dehors de l'Argentine, parce qu'il y a beaucoup de textes en espagnol. C'est pas très accessible, quoi. C'est pas très accessible, non. Et les traductions, bah oui, j'ai participé des fois où le texte y était traduit, tu vois, mais ça donne pas grand-chose, les traductions. Souvent, c'est parfois, Ouais. c'est vrai, mais en tout cas, parfois, je sais que c'est compliqué à Oui. réussir à vraiment retranscrire Oui. la précision en fait d'un langage vers Oui. un autre pour que ce soit Surtout toujours aussi c'est clair. un langage très particulier parce qu'il y a même des mots inventés qui n'existent pas dans la langue espagnole. Donc tu vois, il faut voir ce mot dans le contexte de l'œuvre. Voilà. Donc en règle générale, c'est très... on va aller chercher une mise en scène un petit peu complexe, enfin bien remplie, avec de la danse, avec des effets de lumière et tout ça, pour remplir, pour combler tout ça. Mais pour rendre ça plus accessible et plus... Oui, oui. Pour ton rôle, tu chantais, mais il y avait aussi du jeu. Oui, il y avait du jeu. J'ai même dansé parfois dans Maria de Buenos Aires. Oui, j'avais la version que j'ai préférée, c'était celle d'Alfredo Arias que j'ai fait en 2003, il me semble, 2003 ou 2004. 2003. Où c'était Anna Maria Steckelmann, qui est une chorégraphe, danseuse chorégraphe de tango, mais surtout de danse contemporaine, qui était venue d'Argentine, qui avait monté toutes les chorégraphies de la pièce. Et j'avais des petites interventions de danse aussi, beaucoup de jeux avec des accessoires, de changements de costumes. J'aime beaucoup, j'aime la scène, donc... Ouais. De ça, je pense que quand tu chantes, t'aimes bien aussi oui. cette chose-là. Ouais. Oui, oui, oui. Je pense que quand on chante, on aime bien aussi être entendu et pas que dans notre petit coin. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ah, c'est ce que je préfère, en fait. J'aime beaucoup faire des concerts, mais faire partie d'un spectacle, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Tu as évoqué aussi que tu donnais des cours de chant. Oui. T'en fais régulièrement? Oui, j'ai de plus en plus d'élèves. Je suis ravie. En fait, c'est des stages ou c'est des... J'ai fait les deux. Je donne des cours particuliers, je fais des stages, je fais des ateliers. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à chanter le tango. En général, ils viennent de la danse et ils ont commencé à se dire mais ça serait peut-être pas mal d'essayer aussi, déjà de comprendre les textes, mais après d'essayer de les chanter. Donc j'ai pas mal d'élèves parfois qui n'avaient jamais chanté de leur vie et donc avec elles il faut faire un travail technique assez important avant de les lancer dans la fosse du lion. Mais j'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup. Ouais. Tout le monde peut chanter du tango? Oui, tout le monde peut chanter du tango. Après, ça dépend ce que tu veux, où tu veux arriver avec ça, qu'est-ce que tu veux en faire. Hein? Mais si on ne dit pas que tu veux devenir chanteur professionnel, tout le monde peut chanter du tango, mais comme il peut chanter n'importe quoi, enfin n'importe quelle autre musique, en amateur. Oui, en amateur. Voilà. Je fais bien la différence parce que ça paraît facile.
Ça paraît facile, mais ça ne l'est pas parce que c'est pas seulement être devant les gens, chanter professionnellement. C'est pas seulement savoir être sur scène et chanter devant un public. Il y a tout un travail technique, il y a tout un travail musical, un rapport, un lien à créer avec les ou les musiciens qui t'accompagnent. Voilà, il y a plein de choses à tenir en compte. Mais sinon, si c'est en amateur, Ça va. tout le monde peut chanter, oui. En tout cas, la transmission, c'est quelque chose d'important pour toi. Oui, ça a pris une place beaucoup plus importante de ce que j'imaginais que ça pouvait prendre. En fait, j'ai commencé à donner des cours il y a un petit peu plus de 10 ans, il y a on va dire une quinzaine d'années. J'ai commencé avec beaucoup d'envie et en me disant que peut-être cette envie, elle allait disparaître le long du temps, enfin avec le temps, parce que je pense qu'à un moment donné, on donne, on se vide de quelque chose, de son savoir, de ce qu'on fait, de son expérience. Et en fait, j'apprends beaucoup en donnant des cours. C'est un échange extraordinaire parce que chaque élève est différent, chaque personne est différente. Donc à chaque fois, tu dois trouver la petite porte, ou plutôt la clé qui va ouvrir aujourd'hui cette porte-là, la semaine prochaine une autre porte, l'année prochaine encore une autre porte. Et parfois, ce trousseau de clés que tu as n'est pas suffisant. Donc tu dois continuer à te former, toi, en tant que chanteur, en tant que pédagogue, pour avoir un immense trousseau de clés pour pouvoir ouvrir beaucoup de portes très différentes. Parce que les gens, ils sont très différents. Très différents. Voilà. Tu disais que justement, toi, tu prenais encore des cours, c'est ça? Oui. Là, ce matin, j'ai pris un cours à 10h du matin. Voilà, je suis très de chant lyrique. Hein. Okay. J'étais ravie. J'étais vraiment... ça m'a donné une patate incroyable. Et il est gros maintenant, ton trousseau de clés? T'as beaucoup de clés maintenant avec toi? J'ai beaucoup de clés, ouais. Je n'ai pas toutes les clés. Je ne les aurai jamais, de toute façon, toutes les clés. Mais j'ai beaucoup de clés et j'aime beaucoup ouvrir des portes. Quand il y a des petites portes comme ça qui s'ouvrent chez les gens, je trouve ça magnifique. Et aujourd'hui, ma prof, elle a ouvert en moi une porte. Et ça a été super. Laquelle? Ah ben, je chantais une note très aiguë. Je me suis découvert un autre registre vocal en chantant du lyrique qui n'a rien à voir avec le tango, avec ma voix du tango. Et donc, j'ai arrivé à chanter un contrut et c'est avec beaucoup de facilité. Et j'étais mais vraiment tellement heureuse, tellement contente. Voilà. Donc tu peux encore progresser oui, j'espère. Oui. C'est un travail incroyable, la voix. Incroyable. C'est un travail... Alors, je ne sais pas... Pour les hommes, je pense qu'il y a moins des changements évidents. Mais pour une femme, il y a beaucoup de changements entre l'enfance... la puberté, la maturité, quand tu as tes règles, quand tu es enceinte, la préménopause, la ménopause, enfin tu vois, il y a tout plein de périodes dans la vie d'une femme. Et quand la voix t'accompagne dans ces périodes-là, c'est extraordinaire parce que tu es la même sans être la même. Et c'est une évolution constante qu'il faut apprivoiser, qui n'est pas facile, qui n'est pas toujours facile. Il faut s'accepter, c'est tout. Mais c'est pas facile de s'accepter. Et la voix change comme change le corps, le regard, tout. Voilà. Le chant, en fait, a accompagné ta vie. Oui. J'ai commencé à chanter très jeune. J'ai commencé, que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé chanter, danser. Mais c'est à l'âge de 9 ans que j'ai eu le déclic grâce à une professeure de musique à l'école
qui m'a écoutée et qui m'a dit « Oh là, toi, il y a quelque chose là derrière. » Donc, j'ai commencé à chanter dans la chorale de l'école. Elle a commencé à me donner des petits rôles solistes. Et puis un jour, elle a appelé mes parents pour leur dire il faut faire quelque chose parce qu'il y a une petite graine qui pourrait donner une belle plante, on va dire. Et c'est ce qui Et moi, arrive. je n'attendais que ça, que ma rose. Et mes parents, surtout mon papa, qui avait une très belle voix et qui aimait beaucoup le chant, qui chantait tout le temps, n'a pas hésité. Et donc, j'avais un professeur de chant qui venait tous les samedis après-midi à la maison. C'est bien. Ouais. C'est cool aussi d'avoir ses parents qui t'accompagnent et qui sont pas fermés. Oui, c'est très important. Même pour se construire, parce que du coup, Absolument. tu as des fondations solides pour toi ensuite, pour tes... Oui, tout à fait. Donc, c'était super d'avoir déjà cette personne, cette professeure qui a tendu l'oreille et qui ne s'est pas arrêté à juste écouter, tu vois, et continuer son... Et d'ailleurs, c'est dommage que je n'ai jamais pu la rencontrer après, quand je suis devenue professionnelle, pour pouvoir aller lui dire que grâce à elle, quelque part, j'ai construit ma vie autour de ça, de ce petit appel qu'elle a eu, tu vois, voilà. Elle s'appelle comment ? Camila comment ? Camila Fernandez. Ok. Au moins, elle sera citée dans l'épisode. Ouais. On arrive vers la fin de notre entretien. Oui. Il y a eu encore une petite chose que je voulais évoquer, c'est est-ce que toi tu danses ? Oui, je danse. Oui. Mais c'est quelque chose que tu as aussi un peu creusé ou tu es plus après J'ai toujours dit que si je pouvais me renaître un jour, je ne serais pas chanteuse. Tu vois, pourtant, j'y tiens. Hein. Mais la danse, c'est quelque chose qui m'est resté un petit peu comme une petite frustration, on va dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu choisir. Et bon, c'est le chant qui a pris la main, mais c'est pas pour rien si je me suis mariée avec un danseur. et je pense que oui, c'est quelque chose qui m'est resté dans l'encrier. On peut dire ça en français ? Si en espagnol, on dit « me quedo en el tintero ». Ça veut dire quelque chose. El tintero, c'est l'encrier. Ouais. Et c'est quelque chose que tu n'as pas encore... tu n'as pas encore mouillé ta plume pour écrire ce chapitre. On comprend la métaphore, mais ce n'est pas quelque chose qui se dit en français. Voilà. Donc, c'est quelque chose... Bon, voilà. Que je rêve des fois que je danse, que je fais des pirouettes... Et j'adore ça. Donc ce sera pour la prochaine vie ? Ça sera pour la prochaine vie, absolument. Entre-temps, je danse un peu dans les milongas et j'aime beaucoup danser. Oui, ce soir, je vais aller danser. Après, voilà. C'est pas forcément le tango que je préfère danser. Souvent, c'est plus la cortina qui me donne envie de me lever. Mais je trouve ça extraordinaire, la danse, l'expressivité, cette manière de communiquer à travers le corps. C'est pour ça aussi j'aime beaucoup travailler avec Maria Filali, parce qu'on essaye toujours elle est un peu comme moi dans la danse. Elle trouve toujours d'ouvrir des portes et de trouver des ponts. Et on a beaucoup de choses en commun quand elle me parle de sa façon d'enseigner, avec ma façon d'enseigner, elle le corps, moi la voix. Et d'ailleurs, cette année, ça va faire la 3e année qu'on va faire un stage ensemble où je trouve très important de travailler le corps pour un chanteur. C'est très important. Donc, elle m'aide dans cette démarche avec beaucoup de féminité, et j'aime beaucoup ça aussi, cette féminité. Vous complétez, on se comprend et on se complète bien. Elle est très touchée par la voix, elle est très sensible à la voix aussi. Donc c'est très pertinent quand on travaille ensemble. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'admiration. Et en plus, on s'aime beaucoup. Je la trouve
extraordinaire comme professionnelle et comme personne. Je pense qu'elle pense la même chose de moi. Et on rigole et on s'amuse et voilà, on aime beaucoup partager des choses. Pour les personnes que ça pourrait intéresser, c'est où, c'est quand ce stage ? Alors ce stage cette année, ça va se faire dans les Pyrénées, dans un petit village qui s'appelle le Germe. Et il reste une place seulement, parce qu'on a lancé le stage et 10 jours après, il était presque complet. Donc en fait, même quand j'ai il posté... reste une seule place. En fait, quand j'ai publié l'épisode... Ça se trouve, il n'y aura plus de place. Ok. Même si on dit qu'on vient de la part du podcast... Peut-être qu'on pourra faire exception, mais en tout cas, on le fait tous les ans, au mois de juillet. Ok, donc, en tout cas, c'est un stage intéressant, j'en avais pas entendu parler. Voilà, cette année, c'est la 3e année. On l'a fait à Bordeaux l'année dernière et l'avant-dernière. Et cette année, on change de lieu et on va vers les Pyrénées. On va chanter dans les montagnes à 1400 mètres d'altitude. On va voir. Ça va être cool. Oui. Comme moi, le stage que j'ai fait avec Fédé et Catherine à Triel, où c'est dans les montagnes, c'est assez sympa, ça crée une ambiance assez particulière. Oui. C'est assez sympa. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais... évoquer, il y a quelque chose que tu aimerais faire passer comme message avant de... Tout simplement, pour les gens qui nous écoutent là, c'est de ne pas hésiter à écouter ses envies et de ne jamais se dire ça c'est pas fait pour moi. Il faut toujours essayer. Tu vois, j'ai beaucoup d'élèves qui se sont dit je n'ai jamais imaginé qu'un jour je pourrais chanter parce que je me suis toujours dit que j'avais une voix vilaine et que je chantais faux. Et puis un jour ils se sont lancés et ils ont découvert une autre manière de vivre le tango, parce qu'à l'occasion je donne des cours pour chanter le tango, hein. Et c'est bien de ne pas rester avec une seule idée ou avec une seule voix. Tu vois, je sais que la danse ça prend beaucoup de place dans la vie des gens, les gens qui dansent le tango, la danse, l'ambiance, les milongas, tout ça, ça prend beaucoup de place. Mais c'est bien aussi de laisser, peut-être de découvrir les tangos parallèlement. Ça ne veut pas dire j'arrête pour faire... Et l'expérience qu'ont eu mes élèves, c'est qu'on danse le tango autrement quand on le chante. Voilà. Et là, on laisse 3 points de suspension. Ok. On termine sur ça. On termine sur ça. Et merci beaucoup. Merci à toi, Raphaël. Ça m'a fait vraiment plaisir qu'un jeune comme toi s'intéresse au tango et à toutes ces choses-là qui vont certainement aussi t'aider à toi dans ta démarche. Carrément, ouais. Carrément. Et j'avais déjà dit dans un autre épisode, mais je crois que c'était avec Maria justement, où je disais que plus je fais des épisodes et plus je me sens fort psychologiquement, ou en tout cas, j'ai l'impression que je m'imprègne de toutes vos histoires et de tout ça. C'est important. Et c'est hyper enrichissant pour moi, et je suis en plus hyper heureux de le partager sur les réseaux, et en fait que d'autres personnes puissent en tout cas ressentir ce que moi je ressens quand je vous rencontre. Et c'est toujours, en fait, à chaque fois que je le dis, je me rends compte que c'est un toc, mais je dis à chaque fois merci beaucoup, c'était passionnant. Et en plus c'est honnête parce que vraiment je trouve ça à chaque fois passionnant, et te croit, Raphaël. Et je suis hyper content de tout ça. Donc merci beaucoup. Et puis du coup on se voit ce soir à l'opéra. Parce que moi là-bas j'étais quand même venu juste pour ça. Oui. On se voit à l'opéra, non pas pour chanter, mais pour danser. Salut. Et à ce soir. Ciao. Voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. À bientôt. Et surtout, dansez bien.